Qu'on soit RH, manager, employé, tant qu'on n'est pas concerné, c'est un sujet qu'on va oublier. Si on considère qu'il y a à peu près 11 millions d'aidants, si on part du principe que la moitié sont en activité, on a à peu près 5 à 6 millions de salariés qui accompagnent, qui soutiennent, qui prennent soin d'un proche. Ça peut être évidemment un enfant touché par un handicap, ça peut être un parent touché par le grand âge, et puis ça peut être aussi de plus en plus des maladies chroniques, sclérose en plaques, cancer, que sais-je encore, et demain aussi tout ce qu'on appelle maintenant les Covid longs, parce qu'on ne sait pas trop. Donc là on a encore une nouvelle maladie chronique d'une certaine manière. Donc il y a le handicap, il y a le grand âge, et il y a les maladies chroniques. Et tout ça, ça peut toucher quelqu'un qui travaille et qui se retrouve donc à devoir jongler avec une vie professionnelle, avec sa vie personnelle. Ouais, bien. Encore. Je travaille à temps plein. Ça fait partie de mon équilibre psychologique. Mais au début, quand ça s'est passé, ça a été très compliqué. Il a fallu que je m'adresse à la médecine du travail. Ça a été très conflictuel au départ. Si les dirigeants de l'entreprise disent « ça ne nous regarde pas », on est rattrapé par le réel. Quand tu es aidant et que tu as des rendez-vous médicaux, c'est jamais le soir après ton travail, c'est toujours en journée. On a presque terminé cette partie-là. Ça devrait te donner des ailes. Et tu prends toujours tes jours de congé, non pas pour toi te reposer, mais pour accompagner finalement ton aidé à des rendez-vous médicaux, médico-sociaux, scolaires pour des aménagements pour le handicap de ton enfant, etc. Il y a des conséquences forcément. Tout ça crée aussi des dissensions entre les gens. Parce qu'on raconte rarement qu'on est aidant. Parfois, on peut avoir le sentiment d'être un peu un extraterrestre dans ce qu'on vit. Et c'est pas forcément évident de se confier aux autres sur ce qu'on peut ressentir. Pour moi, c'est fondamental de lever le tabou et d'en parler de manière simple, humaine et sans se prendre la tête. Plus on rend le sujet visible, plus après les salariés se sentiront à l'aise et rassurés de dire peut-être que je peux en parler à mon manager. Tant qu'un aidant ne se sent pas à l'aise pour en parler, en fait, il intériorise tout et il tombe dans un mal-être et une solitude qui est néfaste pour sa santé. Si elle se dégrade, elle va avoir un impact à la fois sur son travail à lui, mais aussi sur le travail de toute l'équipe. Et puis après, il y a le petit arrêt maladie, le petit coup de pompe, puis tu as celui qui est plus complexe, vraiment l'épuisement, où là, par contre, des fois, tu as vraiment du mal à remonter la pente. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Même si j'ai un conjoint qui est très présent et qu'on a pris les choses à bras-le-corps tous les deux, il y a un moment où ça a été trop. Je ne me suis pas assez écoutée. Et finalement, c'est mon corps qui a parlé. C'est mon corps qui a parlé, qui a mimé des symptômes de la sclérose en plaques, alors que ce n'était pas ça. Mais du jour au lendemain, je me suis retrouvée à trembler. Il y avait un souci et il fallait que je m'arrête. C'est bien ni pour ton entreprise, ni pour toi, ni pour ton aidé. Donc finalement, c'est bien pour personne. Mon employeur est au courant de ma vie, de mon organisation. Il m'a accordé beaucoup de souplesse. J'arrive plus tard le matin, je pars plus tôt les après-midi quand j'ai Natacha. Et la semaine d'après, c'est l'inverse. Comme il nous en a parlé tout de suite et que son profil nous intéressait et autres, du coup on s'est adapté en fonction de lui. Donc aujourd'hui il a des horaires adaptés, mais ça n'a jamais été un problème pour nous, non. Tout le monde a intérêt à jouer la transparence dès le début. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait que d'une ça nous a pas bloqué, mais deux on est rentré dans une vraie relation de confiance avec lui. Des fois c'est des petites choses qu'on peut mettre en place mais qui vont vraiment être très très bénéfiques à la fois pour l'aidant, mais pour le reste finalement de ses collègues, de l'équipe, pour que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde. J'en parle pas, surtout pas à mes chefs parce que ils sont dans une logique, comment dirais-je, carriériste. Ils sont pas dans l'humanitaire. Si mon manager apprend que j'ai un enfant qui va pas bien, que j'ai un parent qui va pas bien, est-ce qu'il va pas se dire « ouais, mais il va pas travailler autant qu'avant ». Donc est-ce que ça va pas me fragiliser ? J'étais employeur et c'est sûr qu'avant d'être aidant, j'ai rencontré une jeune maman qui était aidante de sa fille. Et moi, la première chose que je me suis dit en tant qu'employeur et directeur, elle va m'apporter que des emmerdes. Et finalement, moi je me suis bien trompé parce que le bon petit soldat dans l'équipe, c'était finalement cette personne aidante qui effectivement
parfois n'étaient pas là, mais qui, pour le coup, de manière générale, étaient extrêmement productives et extrêmement efficaces au travail. Ces personnes aidantes ont une dimension sociale, une forme d'honnêteté profonde, si j'ose dire. Ce n'est pas des tirs au flanc, entre guillemets. Ils vont au-delà de ce qu'on leur demande. Ils sont comme ça. C'est des personnalités. Il suffit de regarder ce que l'APEC demande comme compétence à un cadre pour se rendre compte que nous, en tant qu'aidants, on coche toutes les cases. La flexibilité, la réactivité, l'ouverture d'esprit, la responsabilité, la prise de décision. L'encadrement, voilà, on encadre un tas de gens qui gravitent autour de l'accompagnement d'Alice, l'engagement, la prise d'initiative, l'expertise, les compétences techniques, l'organisation. Il faut une organisation au couteau, hein. On n'a pas une journée d'arrêt, c'est tous les jours. On coche toutes les cases. Hop, on marche un petit peu. Allez, on avance. Oui. Oui, c'est du sport. Ouais. À toujours repousser les limites en suivant mon enfant handicapé, et ça m'a construite aussi. Ce qui fait qu'au travail, je baisse jamais les bras. Je lâche jamais l'affaire en fait. Je suis directeur d'un groupe d'agences dans un établissement bancaire et j'ai sous la responsabilité 50 personnes réparties sur 11 agences différentes. Émilie nous a parlé très rapidement de Mathia et des contraintes que ça allait pouvoir lui poser, ou pas d'ailleurs. Avec la maladie de Mathia, je me suis dit, tu vas faire ton travail, mais tu pourras rien faire de plus parce qu'on va pas te confier une nouvelle responsabilité. On va pas me faire confiance par rapport à tout ça. Il était prévu qu'Émilie évolue sur un poste avec un côté spécialiste plus élevé que le poste qu'elle avait. Et assez rapidement, avec mon supérieur, on a décidé que c'était à elle de décider, quoi. Allez, pousse. Je suis tombée sur un directeur et un directeur de groupe qui ont totalement compris que oui, je suis une maman d'enfants handicapés, mais j'ai la volonté aussi et le besoin de venir travailler. J'avais perçu dans sa personnalité quelqu'un d'attachant, d'impliqué, qui travaillait beaucoup aussi pour les autres. Donc nous, on lui a fait totalement confiance. Et donc on s'est organisé et j'ai pu accéder à un poste de manager parce que j'avais envie de goûter au management. On ne va pas s'empêcher de faire évoluer les collaborateurs parce qu'il y a des particularités. Voilà, moi j'ai besoin d'eux aussi. Hein. Il m'a dit ne t'interdis rien. Et là, dans un mois, je prends un nouveau poste et je vais encore avoir une super expérience professionnelle. Ça m'a aussi beaucoup aidé d'être épanouie au travail pour pouvoir avoir la force de continuer le parcours avec Mathia. Ça dépend du degré de maturité des entreprises, bien sûr. Certaines sont déjà très avancées, on le voit sur le sujet des salariés aidants. Mais on voit aussi que l'entreprise, elle peut avoir besoin d'être accompagnée ou d'être rassurée sur la façon d'aborder le sujet. Simplement, peut-être, un partage avec une entreprise qui a agi là-dessus. Je me rapproche de mon centre patronal, alors ça dépend du centre des jeunes dirigeants d'entreprise, du MEDEF, de la chambre de commerce, que sais-je. Il y a aussi les groupes de protection sociale, par exemple, qui proposent un certain nombre d'outils, d'accès à des sensibilisations, les associations qui sont investies sur le sujet des salariés aidants. Il a 2 séances d'orthophonie d'une demi-heure, 2 fois par semaine. Pourquoi pas proposer en fait des espaces de parole et d'échange au sein des entreprises pour permettre aux salariés aidants de pouvoir échanger sur leur situation. On a envie de s'imbiber de son expérience. Tout à fait. Donc les entreprises peuvent nous contacter et nous on les accompagne dans la mise en place d'un café des aidants en entreprise en interne de leur organisation. Un café, ça coûte quand même pas bien cher. Et puis, ça peut apporter beaucoup. C'est quelques minutes que tu as avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être la soupape là qui va faire que tu vas pas craquer, quoi. Ce qui est peut-être intéressant aussi pour les entreprises, c'est de regarder dans leur tissu local, puisque localement, il y a aussi des associations de familles qui ont une expertise sur la question de l'aidance. Et puis, sensibiliser les personnes qui pourraient être en capacité de repérer. Le médecin du travail, l'infirmier du travail, les assistantes sociales et les managers. Sans être intrusif, en respectant la liberté de chacun. Mais finalement, il me semble qu'il y a aussi tout simplement la question de l'information et de la sensibilisation des salariés eux-mêmes, et pas seulement les aidants, mais vraiment les salariés au sens large sur ce sujet-là. Déjà parce que les aidants ne se reconnaissent pas tous aidants. Ce terme de aidant, je l'ai en tête depuis très peu de temps finalement. Comment repérer avec les gens qui n'osent pas le dire, mais qui aimeraient bien être accompagnés
Peut-être même qu'ils ne savent même pas comment, qu'ils n'ont même pas idée qu'on puisse les accompagner. Quelqu'un qui vient de tomber dans les danses, il y a forcément des changements qu'on peut déceler. Tu vas sentir un stress chez lui, ou il va être un peu moins organisé que d'habitude. Quand on voit qu'une personne fait moins attention à son apparence, ou qui s'isole aussi, elle déjeune moins avec les collègues, elle prend moins le temps de ces petits moments informels. Ou devoir partir plus tôt, plus vite, un peu à l'arrache. C'est peut-être pas lié à l'aide aux aidants, mais en tout cas, c'est des premiers indicateurs. Et en tant que manager, il faut être vigilant aussi à ce niveau-là. Ouais. Puis il y a aussi quand même, si on pense qu'une entreprise, c'est aussi un collectif avec des différences, avec des dissensus, mais qu'il y a quand même quelque chose de commun. Comment on fait quelque chose de commun si on commence par dire aux gens qui sont fragiles, on s'en fiche? C'est difficile après de dire il faut qu'on fasse équipe, il faut qu'on soit un groupe soudé. Les jeunes qu'on embauche aujourd'hui, ils aiment ce côté, l'entreprise humaniste, qui a du sens, des valeurs qui sont démontrées tout le temps. C'est essentiel aujourd'hui. Personnellement, moi, je me lève le matin avec le même enthousiasme tous les jours, même si j'ai la fatigue des fois de mon fils qui m'a peu laissé dormir. Ou voilà, mais j'ai envie d'aller travailler et j'aime mon travail. Donc oui, moi je suis fière de travailler et d'être aidante. Pour moi, être aidant aujourd'hui, ça devrait demain pouvoir être mis dans un CV. J'ai été ou je suis aidante et être connue comme une qualité, je trouve. Voilà, demain, je rêve de ça, que ce soit une qualité sur un CV pour être embauchée dans une entreprise.